Alors, je voudrais remercier l'Académie de me donner l'opportunité de présenter ce travail qui porte sur le micro-environnement tumoral et le potentiel métastatique des cancers du côlon. Alors, ce travail a été publié en janvier 2013. L'objectif principal du traitement contre le cancer, c'est de cibler et de détruire les cellules tumorales. Mais depuis quelques années, on a des données qui sont issues principalement des études expérimentales chez l'animal et qui dit que l'environnement des cellules tumorales intervient aussi dans le processus de formation des métastases et pourrait aussi constituer une cible potentielle thérapeutique. Alors, qu'est-ce que c'est le micro-environnement tumoral? Alors, le micro-environnement tumoral, c'est tout l'environnement qui est situé autour des cellules tumorales. Donc ici, vous avez les cellules tumorales représentées en bleu. Et tout autour, on a plein de types de cellules, comme des cellules immunitaires, des cellules endothéliales, des cellules fibroblastiques. Et on a en particulier un type de cellules assez particulier que sont les cellules de la moelle osseuse, qui viennent de la moelle osseuse et qui rejoignent en fait ce micro-environnement tumoral pour participer aux métastases. Alors, il a été montré principalement chez l'animal que ces cellules qui sont dérivées de la moelle osseuse participaient à la formation des vaisseaux qui vascularisaient ces tumeurs. Et dernièrement, avec ce papier Princeps, que ces cellules dérivées de la moelle osseuse participaient à la formation de la niche prométastatique. Alors, comment fonctionne la niche prométastatique? Alors, ils ont montré dans un modèle murin chez la souris de métastases pulmonaires que la tumeur primitive, avant de faire des métastases, envoyait des messages à la moelle osseuse. La moelle osseuse relarguait des cellules dans la circulation sanguine, et ces cellules de la moelle osseuse relarguées dans la circulation sanguine se dirigent vers le site métastatique, donc ici le poumon, pour préparer l'environnement avant l'arrivée secondaire des cellules tumorales et ensuite la formation des métastases. Donc l'objectif de mon travail était premièrement de montrer que la présence de ces cellules endothéliales progénitrices dans le sang était associée à une augmentation du potentiel métastatique des cellules tumorales dans un modèle murin de cancer du côlon. Et le deuxième objectif était de montrer que ces cellules endothéliales progénitrices participaient à la formation des vaisseaux tumoraux et à la formation de la niche prométastatique. Alors, le rationnel est le suivant, c'est qu'on sait que l'ischémie chez la souris induit une libération de ces progéniteurs dans le sang. Le deuxième point, c'est que dans notre équipe, dans l'unité, on a une équipe qui travaille sur le modèle d'ischémie de Patt, et ce modèle d'ischémie de Patt est connu pour favoriser la mobilisation de ces progéniteurs dérivés de la moelle osseuse dans le sang. Donc, le modèle tumoral qu'on a choisi, c'est donc un modèle de métastase hépatique obtenu par une injection dans la rate de cellules du cancer chez la souris. Les deux modèles d'ischémie pour obtenir c'est une mobilisation de ces progéniteurs endothéliaux dans la circulation sanguine sont le suivant. Donc le premier, c'est j'ai induit une ischémie hépatique en clampant le pédicule hépatique pendant 5 minutes. Et le deuxième modèle d'ischémie, c'était donc l'ischémie de Patt en liant l'artère fémorale. Le protocole expérimental était le suivant. Donc on est parti d'un groupe de 40 souris qu'on a divisé en 4 sous-groupes. Un premier groupe contrôle qui n'avait aucune ischémie. Un deuxième groupe de souris qui avait une ischémie de Patt. Un troisième groupe qui avait uniquement l'ischémie hépatique, et un quatrième groupe qui combinait les deux types d'ischémie. 2 jours après la réalisation de l'ischémie, on leur injectait des cellules tumorales dans la rate pour former les métastases, et régulièrement jusqu'au 21e jour, le jour où ils étaient sacrifiés, on faisait des prises de sang pour doser ces progéniteurs dans le sang. Donc le premier résultat est le suivant. Après la réalisation de l'ischémie, donc on obtient un pic massif, précoce, à 24 heures après l'ischémie, et transitoire, puisque après, tous les taux se normalisent jusqu'à J21. Et on voit que les souris qui ont une ischémie ont beaucoup plus de progéniteurs dans le sang que le groupe contrôle qui n'avait pas d'ischémie. Le deuxième résultat, c'est que les souris qui avaient de l'ischémie, donc ce sont les 3 derniers diagrammes en bâton, ont beaucoup plus de métastases que les souris contrôle, représentées par la barre noire, qui n'avaient pas d'ischémie. Ensuite, on s'est intéressé à l'analyse du tissu tumoral, du tissu hépatique qui était autour des métastases, donc c'est du foie non tumoral, et donc on a en particulier analysé l'angiogénèse par 2
marqueur, le CD31, le VEGF. Et là aussi, on voit que les souris qui ont une ischémie ont beaucoup plus de vaisseaux autour des métastases par cette analyse immunochimique. Donc ici, le CD31 et ensuite le VEGF. Donc on a montré là sur la base de ces premiers résultats que lorsqu'on faisait une ischémie, il y avait beaucoup plus de progéniteurs qui étaient relargués dans le sang. Et ensuite on a essayé de démontrer par cette expérience préliminaire que ces progéniteurs qui étaient libérés dans le sang passaient dans le foie pour préparer les métastases. Donc on a fait un modèle chez la souris, on a attaché chirurgicalement 2 souris. La souris noire avait une ischémie de patte et la souris de gauche avait l'injection de cellules tumorales dans la rate. On a mis 2 types de souris pour l'ischémie de patte. Un premier type de souris qui était uniquement des souris mâles, alors que celles qui étaient en rose étaient des souris femelles. Et un deuxième type de souris qui avait un fond génétique différent. Et le but était de montrer que les cellules qui partent de la souris qui avait l'ischémie migraient jusqu'au foie de la souris rose. Et on voit aussi en dosant les progéniteurs, aussi bien dans le sang ou dans le foie, sur les courbes, qu'on a des progéniteurs de la souris noire qui passent dans la souris rose qui avait les métastases. Et ensuite, sur les coupes en immunohistochimie, ce que vous voyez en noir, c'est une cellule endothéliale dans le foie de la souris qui a eu l'injection de cellules tumorales. Alors si je voulais synthétiser un peu les résultats de ce travail, donc lorsqu'on induit une ischémie de patte, on a des progéniteurs qui sont mobilisés dans la circulation sanguine. Ces progéniteurs ensuite vont vers le futur site métastatique, donc ici au niveau du foie, pour préparer l'environnement. Et ensuite avec les cellules du côlon de la tumeur primitive qui arrivent secondairement au niveau de cette niche prométastatique. Alors quel est l'intérêt de ces cellules endothéliales progénitrices au niveau clinique? Il est potentiellement triple. Alors le premier, il est chirurgical. On sait que pour faire des hépatectomies, on a souvent recours à des clampages hépatiques, vasculaires pour limiter le risque d'hémorragie. Donc c'est une première question. Est-ce qu'il ne faudrait pas limiter le clampage hépatique au cours d'une hépatectomie parce qu'on sait qu'on libère des progéniteurs et qu'on peut favoriser à distance une croissance tumorale, donc péjorer le pronostic du patient? La deuxième question, qui est une question très débattue, très controversée actuellement, c'est le cas des patients qui ont une tumeur primitive au niveau colorectal avec des métastases hépatiques synchrones. Il y en a qui sont pour opérer le foie avant le côlon, il y en a d'autres qui sont pour opérer le côlon pour le foie. Et sur la base de ces résultats, si on sait qu'on enlève le foie en laissant la tumeur primitive colique, on peut penser qu'on laisse une machine qui fabrique des facteurs pour stimuler ces progéniteurs dans le sang. Le deuxième intérêt, il est thérapeutique. On sait qu'il faut cibler les cellules tumorales par rapport à la chimiothérapie, mais peut-être qu'il faudrait aussi cibler ces cellules endothéliales progénitrices par la chimiothérapie. Et le troisième intérêt, il est pronostique. On peut surveiller en dosant ces marqueurs l'efficacité d'une chimiothérapie, et on peut aussi doser ces marqueurs pour faire des corrélations avec le pronostic de la maladie pour des patients donnés. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Y a-t-il une question? Une question, Daniel Jeck et Philippe Breil. 2 questions. Réponse brève, question brève. Voilà, je vous félicite pour ce très beau travail. Et je vais vous dire, vous avez parlé des métastases synchrones, hépatiques, donc de cancer colorectal. Vous avez cité ceux qui préféraient d'abord opérer le foie et ceux qui opèrent d'abord le côlon. Il y a aussi ceux qui opèrent les deux en même temps. Oui. Et nous avons été pendant longtemps des partisans de cette chirurgie synchrone, lorsqu'elle est possible, puisque, sans le savoir, on pensait effectivement qu'il y avait un risque plus important de dissémination métastatique, et donc vous l'avez prouvé. Merci. Philippe. Est-ce que les chimiothérapies adjuvantes actuelles, en l'occurrence FOLFOX 4, sont démontrées pour agir justement sur ces sites qui préparent l'anidation des métastases hépatiques, ou est-ce qu'elles agissent autrement? Alors, pas directement, mais indirectement, on a les anti-angiogéniques, comme l'Avastin, qui agissent sur les vaisseaux, mais on n'a pas de médicament qui agit spécifiquement sur ces cellules. Il n'y a que l'Avastin qui agit sur le... Les anti-angiogéniques, pas que l'Avastin, mais tous les anti-angiogéniques. Mais ça agit sur la... Prenez le micro.
forcément, l'Avastin ne diminue pas les taux de cellules endothéliales circulantes, en fait. Enfin, Mais ça agit sur les vaisseaux, donc on sait que ces cellules endothéliales participent à la formation des vaisseaux. c'est pas génial pour la cicatrisation donc en opératoire, c'est pas l'idée. Eh bien, merci beaucoup. Je pense qu'on peut l'applaudir de nouveau.